Produit par Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Vous aurez constaté, si vous nous suivez depuis un petit moment déjà, que nous entretenons, avec la joyeuse équipe qui fabrique ce podcast, une réelle passion pour la partie numérique de nos vies, pour nos habitudes, nos travers, nos bizarreries et nos attachantes singularités dans la façon que nous avons toutes et tous de gérer ces aspects grandissants de l'existence. Dis-moi comment tu surfes, je te dirais qui tu es, pourrais-je avancer si j'étais en train de présenter un JT sur une chaîne grand public. Mais bon, comme c'est pas le cas, on va tourner ça un peu mieux, disons plutôt que la somme de nos pratiques en ligne en dit souvent long sur notre personnalité, notre parcours et notre univers des deux côtés de l'écran. C'est pour ça, par exemple, qu'il est passionnant de plonger dans les usages, surtout les usages qui passent un peu sous les radars de la sainte trinité des réseaux, Twitter, Facebook, Instagram. Ceux des plateformes qui ont un peu loupé le coche du mainstream pour développer finalement une pratique presque alternative du web. C'est le cas de Tumblr, auquel cet épisode est consacré et pour lequel je cède avec joie la place aux commandes à ma camarade Lucie Ronfaux. Bienvenue dans Programme B. Quel est votre endroit préféré d'Internet quand vous vous ennuyez ? Vous savez, ce site où vous pouvez scroller à l'infini pendant des heures pour trouver des mèmes drôles, apprendre des choses ou simplement oublier les difficultés du monde moderne. Moi, je vais sur Tumblr. C'est mon phare dans la nuit noire du web, là où je vais parler manga et trouver les meilleures recettes de pain maison. Tumblr est l'un de mes sites préférés. C'est aussi le vilain petit canard des réseaux sociaux. Tumblr est né en 2007. Longtemps, on a cru qu'il allait devenir un géant du web. En 2013, le site est racheté par Yahoo pour 1,1 milliard de dollars. Et depuis, il ne s'est pas passé grand-chose. Tumblr n'a jamais fait beaucoup d'argent. En 2019, après le démantèlement de Yahoo, le site est racheté par une autre entreprise. Cette nouvelle transaction s'élève à moins de 20 millions de dollars. Tumblr n'est jamais devenu un réseau social grand public. Mais Tumblr existe toujours. S'y connecter, c'est vivre une expérience rare. On n'y trouve pas de stories, pas de micro-vidéos, de filtres à selfie. Il y a très peu de publicité et tout le monde utilise des pseudos. Et si Tumblr était l'un des derniers vestiges du web d'avant ? Pour en discuter, j'ai appelé ma consoeur Morgane Tual. Elle est journaliste au Monde et chef adjointe de la rubrique Pixel, dédiée aux cultures numériques. Elle est aussi l'autrice du livre Le web d'avant, aux éditions Huggin et Menin. Tumblr, quand c'est apparu, c'était un espèce d'objet entre le réseau social et le blog. À l'époque, on parle de microblogging, qui est ce mot un petit peu à la mode à ce moment-là. On est quelques mois après l'apparition de Twitter, et Twitter est considéré comme du microblogging. À l'époque, la référence pour tout le monde, un petit peu, c'est le blog. Et les réseaux sociaux sont en train de naître, de se démocratiser un petit peu. Mais voilà, c'est pas des choses qui sont aussi connues qu'aujourd'hui. Et Tumblr, c'est vraiment entre les deux. C'est-à-dire que c'est un espace où on va pouvoir, côté blog, créer son propre espace de publication, personnaliser son espace de publication et pouvoir publier des textes, pouvoir publier des photos, pouvoir publier des citations, des liens, des gifs, etc. Et la particularité de Tumblr par rapport à une plateforme de blog classique, c'est qu'on va pouvoir publier très vite et des choses très courtes. C'est-à-dire que sur les plateformes de blog classiques, sur le blog, traditionnellement, on a tendance à faire des textes, à s'échiader, etc. Sur Tumblr, on va pouvoir publier juste une photo ou juste un lien ou juste une citation extrêmement courte. Et la plateforme est vraiment conçue pour ça et encourage ce genre de choses. Ça, c'est le côté blog, mais on voit qu'il y a déjà un côté un peu réseau social tel qu'on les connaît aujourd'hui, avec ce côté un peu immédiat, publication de contenu très court et efficace. Et donc, côté réseau social, on a aussi le fait que sur Tumblr, on va suivre d'autres utilisateurs de Tumblr et en fait, nos publications apparaissent dans un flux de publications mises à jour en temps réel. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les réseaux sociaux qu'on connaît très très bien aujourd'hui. Assez vite, il touche des dizaines de milliers d'utilisateurs qui arrivent assez rapidement. Et en fait, ce qui trouve les gens, c'est ce qu'a voulu faire en fait David Karp, qui est à l'origine de Tumblr, c'est justement de créer une plateforme de blog pour les gens qui n'aiment pas écrire. Et en fait, ils sont très nombreux parce que Internet, pendant longtemps, ça a été le royaume de l'écrit. Et en fait, ça exclut énormément de gens qui en fait sont pas à l'aise avec l'écrit. Il y a beaucoup de gens qui sont pas tant que ça à l'aise avec l'écrit, et donc tout l'univers du web qui reposait sur l'écrit était
accessible à plein de gens, mais n'était pas forcément l'univers idéal. On le voit aujourd'hui, par exemple, avec le succès énorme de YouTube, de Twitch, etc. En fait, ça fonctionne à fond, notamment parce qu'en fait, plein de gens, ça les gonfle de lire pendant longtemps ou des milliards de choses, ça les gonfle d'écrire, etc. Et cette espèce de mode du blog qui consistait à s'installer confortablement dans son fauteuil, de prendre un air aspiré et de réfléchir à ce qu'on allait pouvoir écrire de super intelligent, en fait, pour plein de gens, ça faisait peur, en fait. Ils n'avaient pas envie de se lancer là-dedans. Et donc, David Karp, le fondateur de Tumblr, il a compris ça. Il s'est dit non, moi, je vais créer quelque chose qui est beaucoup plus intuitif et qui ne nécessite pas d'être un grand intellectuel, voilà, où on peut juste partager une vidéo sympa, un gif sympa, en un clic, sans complexe. Et effectivement, ça a pris assez vite. C'est vrai que sur Tumblr, on va trouver énormément de mèmes. C'était un grand royaume des mèmes, comme ailleurs. Ça, c'est pas propre à Tumblr, mais en tout cas, on retrouvait énormément de mèmes. C'est vraiment un lieu où on rigole beaucoup. Énormément de gifs. Et ça, c'est quand même aussi à une époque où le renouveau du gif commence à arriver, parce qu'avant ça, le gif avait été ultra ringardisé. On était resté sur les espèces de gifs en construction du web des années 90, etc. Après, on a une relative disparition du gif. Et on revient au GIF, justement, dans ces années-là, avec, entre autres, Tumblr. C'est pas le seul, mais Tumblr a permis de faire revenir le GIF tel qu'on le connaît aujourd'hui. On est sur des Tumblr qui proposent pas mal d'images, qui proposent souvent des collections d'images, c'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, quelqu'un qui va publier un blog avec uniquement des images de son chien sur lequel il a posé des aliments, par exemple. Et en fait, ça va être un espèce de running gag, et donc ça va être un Tumblr juste là-dessus. Moi-même, je l'avais utilisé pour une collection de ce que j'ai appelé des LOL coiffeurs, qui sont en fait des enseignes de coiffeurs avec des jeux de mots. Et en fait, il y a des tas et des tas de Tumblr comme ça qui ont été créés avec des collections d'images qui, en général, sont plutôt drôles. C'est aussi un lieu où on va trouver beaucoup d'artistes, beaucoup d'illustrateurs comme il y a vraiment un règne de l'image sur Instagram. C'est un endroit aussi où il y a beaucoup de choses mignonnes, de photos d'animaux, de choses assez joyeuses, positives, de mode aussi. On trouve beaucoup de mode sur Tumblr. C'est aussi le royaume des fandoms, mais ça, je crois qu'on en reparlera plus précisément tout à l'heure, donc les grandes communautés de fans. Et puis aussi un monde très important pour la pornographie, puisque Tumblr fait partie des rares grandes plateformes à autoriser la pornographie à cette époque. Tu me parlais des fandoms, donc les communautés de fans sur Internet. C'est un élément qui est très très important dans la culture Tumblr. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ? Ouais, alors Tumblr est parvenu à devenir ce qui est très précieux sur Internet, qui est le royaume des fandoms, donc des communautés de fans. En fait, c'est parti d'un espèce de coup de chance, si je puis dire. C'est que les fandoms étaient surtout installés sur un site qui s'appelle LiveJournal, qui existe toujours et qui a vraiment récupéré des tas de fandoms pendant des années et qui publiait des tonnes et des tonnes de fanfics, vraiment un site très très important, qui a été racheté en fait par une entreprise russe en 2007. C'est l'année même où Tumblr arrive, et en fait cette entreprise commence à publier certains contenus qu'elle juge indécents. C'est des contenus pornographiques. Or, les fanfictions, donc qui sont ultra populaires chez les fans féminines notamment, les fanfictions sont souvent de nature pornographique. Donc là, on a plein de fans qui sont choqués de voir les contenus censurés, de voir des contenus disparaître. Et en fait, ces fans décident d'aller sur d'autres plateformes, de créer leur propre plateforme. Et ce sera le cas notamment d'un site qui s'appelle Archive of Our Own, qui publie des fanfics et qui est devenu le plus gros site de fanfic actuellement. Et parallèlement, donc ils vont sur ce site-là qu'ils ont eux-mêmes créé, mais ils vont aussi aller sur Tumblr, sur le côté un peu plus image, parce que l'autre site, on est vraiment sur des fanfictions. Et en fait, ils vont aussi se ruer sur Tumblr, qui permet, avec une énorme liberté, de publier plein de choses, des images, des fanarts, des fanfictions aussi, pourquoi pas, mais c'est pas la première chose qu'on y fait, de publier aussi des gifs, des mèmes, de parler pendant des heures de théories sur les histoires, etc. Et aussi de mettre en scène et d'imaginer des histoires d'amour entre les personnages, et notamment entre les personnages masculins. Ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les fandoms et qui se retrouve énormément sur Tumblr et qui va influencer la culture de Tumblr. Et ces fandoms, principalement, c'est Harry Potter, évidemment, qui est un des plus gros, si ce n'est le plus gros fandom sur Internet. Les super-héros, Marvel, DC, qui sont ultra présents sur Tumblr. Des séries aussi comme Sherlock, qui ont un public énorme de fans ultra investis sur ce réseau social notamment. En 2013, un événement bouleverse complètement la communauté de Tumblr, c'est que Tumblr se fait racheter, à l'époque pour 1,1 milliard de dollars par Yahoo. Alors c'est vu à l'époque comme une opération très importante. Comment ça a été accueilli ce rachat par la communauté ?
Très fraîchement, très fraîchement, parce que Yahoo déjà a pas une très bonne réputation, et notamment à cause de ses précédents rachats. Et on se rappelle du rachat traumatisant de GeoCities par Yahoo. C'était en 1999, donc ça date déjà un petit peu à l'époque, mais ça a quand même marqué les internautes. GeoCities, c'était cet espace d'hébergement gratuit qui permettait à tous, à l'époque, dans les années 90, de fabriquer ses propres pages web, donc ces espaces personnels de création, de publication, etc. Et cet espace qui était vraiment chéri des internautes, et donc, tout à coup, il est racheté par Yahoo, et Yahoo, quelques années plus tard, parce que ça ne fonctionnait plus, a décidé de le fermer purement et simplement, et juste un jour a appuyé sur le bouton off, et c'est-à-dire que tout GeoCities a disparu, toutes ces myriades de pages incroyables créées pendant des années par des tas d'internautes, et qui étaient en plus les nouveaux internautes, les découvreurs du web, qui avaient créé ces espèces de pages avec des fonds étoilés incroyables, où ils racontaient des tas de choses. Enfin, c'est vraiment tout un trésor de l'histoire du web qui a disparu ce jour-là parce que Yahoo a décidé de les supprimer, quoi. Donc, autant vous dire que les utilisateurs de Tumblr, pour cette raison et pour d'autres, n'étaient pas forcément très heureux de voir Yahoo débarquer. D'autant plus que Tumblr et les blogs publiés sur Tumblr, quelque part, ils sont un peu dans cette filiation des pages perso, c'est-à-dire qu'on est dans son espace à soi, où on s'exprime, on va mettre le fond, qu'on décide. C'est quelque chose qui est très différent de ce qui se passe sur Facebook. C'est ce qui explique aussi que Tumblr a pu exister alors que Facebook était en train de tout exploser à côté. C'est parce qu'en fait, sur Facebook, même si vous pouvez très facilement publier comme sur Tumblr, vous n'êtes pas dans votre espace à vous n'êtes pas dans votre petit cocon qui reflète votre personnalité. Facebook, il ressemble la mise en page, etc. Elle est pareille pour tout le monde. En fait, c'est le même Facebook pour tout le monde. Sur Tumblr, vous retrouvez ce petit côté des pages perso d'avant où vous mettez vos propres images, vos petites décorations, vous changez votre thème quand vous en avez envie, etc. Il y a une certaine filiation là-dedans. Donc voilà, quand Yahoo déboule, c'est une mauvaise nouvelle. Et puis les gens ont très peur de ce que Yahoo va faire, parce que tout à coup, une énorme entreprise déboule, rachète Tumblr, et qu'est-ce qu'ils vont en faire, quoi ? Est-ce qu'ils vont changer l'interface ? Est-ce qu'ils vont changer le droit de publier de la pornographie ? Parce qu'on sait bien que les géants du web ne sont pas toujours très ouverts. Effectivement, les choses ont commencé à changer avec l'arrivée de Yahoo. Par exemple, on a vu apparaître sur les contenus pornographiques des avertissements. La publicité est arrivée aussi sur la plateforme, ce qui n'était pas le cas avant, en 2016. Et là aussi, on a eu peur pour la pornographie parce que souvent, annonceurs et pornographie, ça marche pas trop bien ensemble. Et puis, en novembre 2017, on a David Karp, qui est le fondateur de Tumblr, qui décide de s'en aller. Alors, il dit que c'est pour des raisons personnelles, des projets personnels, etc. Voilà, tout le monde se demande si c'est pour ça ou si c'est parce qu'en fait, Yahoo a des projets qui ne lui plaisent pas. Mais en tout cas, il s'en va. Et là, on se dit, voilà, c'était un petit peu le garant de l'identité originale de Tumblr et il n'est plus là. Donc, quelles sont les garanties pour l'avenir, quoi ? Un autre événement important pour Tumblr, c'est que donc fin 2018, la plateforme officiellement interdit les contenus pornographiques. Comment ça a accueilli ça par les utilisateurs et pourquoi est-ce que ça marque autant ? Alors, ça a une grande importance parce qu'en fait, la pornographie présente sur Tumblr, c'est pas du tout la même pornographie que ce qu'on entend par la pornographie en général, qui est une pornographie qu'on va trouver sur des grandes plateformes comme YouPorn et qui est une pornographie qui, en général, est centrée sur la sexualité ou l'image qu'on a de la sexualité à destination des hommes hétéros, en gros. Là, au contraire, on est sur une pornographie beaucoup plus féminine, souvent créée par des femmes, une pornographie qui concerne les personnes LGBTQ, une pornographie qui est créée, qui est partagée par des communautés féministes, des communautés queer, par des artistes, des travailleurs et des travailleuses du sexe aussi. La communauté body positive est très forte, donc on est dans une forme de pornographie qui est complètement différente, qui montre des choses différentes et qui porte des messages et qui vont toucher beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes femmes aussi qui vont en fait se construire, découvrir, s'initier à la sexualité, découvrir la sexualité, y réfléchir et y penser différemment qu'en fait la pornographie qui a toujours été servie sur toutes les autres plateformes d'Internet. Donc en fait, c'est quand même très intéressant. Et quand le nouveau patron de Tumblr explique, pour justifier son interdiction de la pornographie, qu'en fait, les gens qui ont envie de trouver ou de publier de la pornographie, ils ont tous les espaces qu'ils veulent sur Internet, tellement il y a de sites pornographiques,
c'est un affront parce que c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. Tout ce qui est publié sur Tumblr n'a pas sa place en fait sur les autres grandes plateformes pornographiques. Et énormément de contenus qui sont publiés sur Tumblr, c'est inimaginable que les créatrices qui publient sur Tumblr tout soudain se disent bon, en fait, je vais publier sur YouPorn. En fait, ça n'a pas de sens. C'est pas le même univers, c'est pas du tout les mêmes contenus. Et ça, le fait qu'il n'ait pas compris ou qu'en tout cas il ait fait semblant de ne pas le comprendre ou de ne pas le voir, c'est quand même très mal vécu. Et c'est un peu un symbole, en plus. Le porn ban de Tumblr, c'est l'une des dernières grandes plateformes du web à supprimer la nudité de ses pages. Bah oui, c'est ça. On est toujours dans cette espèce de rouleau compresseur d'une culture puritaine américaine qui fait que voir le moindre mamelon féminin est une offense. Et ce qui est assez malheureux, c'est que en fait, ces communautés n'ont pas pu rester sur Tumblr. Et en fait, il n'y a pas vraiment un espace spécifique dans lequel elles aient pu se retrouver vraiment, qui fasse office de nouveau Tumblr. Donc en fait, ça s'est un petit peu atomisé. Et notamment sur Instagram, où il y a plein de choses super bien qui se font justement dans cette mouvance, avec comme limite qu'en fait, il n'y a pas de pornographie possible sur Instagram. Et on voit tous ces comptes féministes, tous ces comptes qui parlent de sexualité autrement, qui essayent de pouvoir parler librement sur Instagram, et qui en fait se retrouvent régulièrement censurées, bannies par les algorithmes automatiques d'Instagram, juste parce qu'elles essayent de parler de sexe sur une plateforme un grand public, et qu'en fait c'est impossible. Donc on ne peut plus le faire sur Tumblr, on ne peut pas le faire, ou alors de manière maligne et détournée sur Instagram. C'est un peu dur dans ce que ça veut dire pour ces communautés-là. Si on prend un peu de recul, comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que Tumblr, au final, malgré les grands espoirs qui étaient mis en lui au début, n'est jamais devenu un géant du web au même titre qu'un Facebook, qu'un YouTube, ou même qu'un Twitter, qui est pas un très gros site en termes d'utilisateurs, mais qui a une influence très importante. Tumblr, c'est pas un site grand public. Comment tu l'expliques ? J'ai pas une explication qui serait la raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné, mais on peut avancer différentes pistes. Par exemple, Tumblr a très peu évolué. En fait, depuis le début, la plateforme n'a pas beaucoup bougé par rapport à ce qu'elle proposait au début. Par exemple, Tumblr n'a pas de stories. Toutes les plateformes aujourd'hui ont des stories. Tumblr, je suis même pas sûre qu'ils commencent à réfléchir à ce genre de choses. Voilà, on est resté sur la même chose. Alors ça pourrait avoir du bon aussi. Mais le problème, c'est qu'en fait, les utilisateurs, petit à petit, ils ont été happés par d'autres plateformes. On vient de parler d'Instagram. Les utilisateurs de Tumblr sont allés en masse vers Instagram. Tumblr, c'était un espace qui donnait une grande importance à l'image. C'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez faire un Tumblr de collection d'images, comme on disait tout à l'heure, ou d'un espace de mèmes, par exemple, vous avez tout intérêt à le mettre sur Instagram. En fait, ça marchera beaucoup mieux parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de monde dessus, c'est beaucoup plus viral. Donc déjà, ça a attiré plein de gens qui en fait sont pas restés sur Tumblr. Il y a d'autres spécificités qui étaient propres à Tumblr qui en fait ont été récupérées par d'autres. Je pense aux GIFs. Donc les GIFs étaient effectivement très importants sur Tumblr. Ils l'étaient aussi sur d'autres plateformes, mais quand même c'était pas si répandu que ça. Alors que maintenant, les GIFs, vous pouvez les intégrer absolument partout, que ce soit sur Facebook ou que ce soit dans vos conversations privées sur WhatsApp. C'est devenu beaucoup plus commun. Donc ça, c'est pareil, c'est plus quelque chose qui est propre à Tumblr. Et puis, justement, ce sur quoi Tumblr aurait pu miser, à savoir sa communauté de fans énorme et justement toute cette communauté féministe, LGBTQ, etc., qui se sentait en sécurité dans son cocon, protégée des agressions extérieures sur Tumblr, ils se sont fait dégager. Donc, Tumblr aurait pu miser là-dessus et en fait, ils ont décidé que non. Et donc, du coup, ils se sont coupés quelque part de leur seule force qui était vraiment propre à eux. C'est-à-dire que ce petit bijou qu'ils avaient réussi à créer eux, et en fait, ils ont juste décidé de le tuer, quoi. Donc, qu'est-ce qui reste derrière comme spécificité ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Tumblr apporte quelque chose de plus aux utilisateurs que les autres plateformes qui, elles, ont beaucoup plus d'utilisateurs ? Je vois pas tellement, quoi. Que reste-t-il de Tumblr ? Aujourd'hui, la plateforme revendique 13,8 millions de posts publiés par jour. En 2012, juste avant son rachat par Yahoo, ce chiffre était de 62 millions de posts publiés par jour. Alors oui, la communauté de Tumblr est plus petite qu'avant, mais elle est toujours très active. On y parle de plein de choses, de Bernie Sanders, de Black Lives Matter, en passant par le jeu vidéo Ace Attorney ou la série Supernatural. C'est un endroit du web où les choses vont moins vite qu'ailleurs. Aller sur Tumblr, c'est retrouver le plaisir de la lenteur.
Merci à Lucie Ronfaux pour cet épisode de Programme B réalisé par Geoffrey Puitch et préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.